Ils sont malins quand même, il faut être honnête, ils sont à la fois pathétiques et malins. C'est-à-dire, et ça c'est Darmanin, il faut être honnête qu'il est malin, il se met devant son avion, il y a des policiers, il dit fin du droit du sol. Tout le monde applaudit. Mais au même moment, il dit fin de la territorialisation des visas. Ça c'est tout de suite. Ça veut dire que c'est des milliers de migrants qui vont être rapatriés en métropole. Je ne sais pas si vous réalisez la folie du truc. Il faut pour moi un référendum pour un droit du sol dans tout le pays. Bonjour Nicolas Dupont-Aignan. Bonjour Gabriel Cluzel. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Alors vous êtes député de l'Essonne et président de Debout la France et je pense ne pas dévoiler le mystère en disant que vous allez aussi présenter une liste aux Européennes le 9 juin prochain. Debout la France sera présent aux Européennes. Voilà. Est-ce que je serai tête de liste ou pas? J'hésite. S'il y a une personnalité qui peut se dégager, ça sera très bien. Comment s'appellera cette liste? Les amoureux de la liberté. Très bien, un beau programme. Liberté pour la France et paix pour l'Europe. Parce que je pense que les deux grands dangers aujourd'hui, et on va en parler j'imagine, c'est cette chape de plomb qui tombe sur notre pays et c'est l'engrenage vers la guerre en Ukraine qui est une espèce d'échappatoire pour Emmanuel Macron dans l'échec. Et je regrette, enfin j'ai le sentiment que les Français ou le monde politique n'a pas assez conscience de ce double piège, en tout cas que je ressens. Voilà. Au-delà même de la question européenne, je pense qu'il faut qu'on réveille les Français sur cette question des libertés et de la paix. Alors, puisque nous parlons de chape de plomb, nous allons peut-être commencer par évoquer ce sujet qui agite l'actualité, cette injonction faite par le Conseil d'État à l'Arcom concernant CNews, à la demande de Reporters sans frontières, ce qui n'est pas sans ironie, de contrôler le temps de parole, non seulement des politiques, mais des journalistes et des invités en général. Qu'en pensez-vous ? Écoutez, c'est extraordinaire et effrayant parce que comment on va faire concrètement ? Les éditorialistes, les journalistes vont devoir donner leur opinion politique. Et s'ils changent d'avis, ça veut dire qu'en fait, on va mettre des catégories. Toute personne sur un plateau devra avoir une étiquette. C'est le contraire du journalisme, je croyais. Puisque le principe d'un journaliste, c'est justement qu'il ne s'engage pas. Et qui, normalement, il garde une ouverture, un recul sur les choses, qui lui permet peut-être de passer un moment pour quelqu'un de très à droite, pour un autre moment de quelqu'un de plus progressiste. Donc c'est plutôt à moi de vous poser la question. C'est la négation de votre métier, si on y réfléchit. Ça veut dire que tout journaliste, tout chroniqueur, tout invité a obligatoirement une étiquette affirmée, continue, permanente, entière. Mais c'est complètement délirant, ça n'existe dans aucun pays au monde. Donc, c'est inapplicable. Cela veut dire que derrière, il y a un objectif. C'est de resserrer le garrot autour de ces news pour, je pense, leur ôter l'antenne en 2025 ou leur mettre un genou à terre. C'est très grave. Mais ce qui est encore plus grave, c'est que le Conseil d'État ne fait pas respecter déjà la loi existante qui concerne les politiques. J'ai porté plainte à l'Arcom, me concernant, tout bêtement, puisque France Inter, je suis interdit d'antenne, 0. Carrément. Ah si, on m'a proposé le 31 décembre, pour la fin du trimestre, à 6h20, une interview. Et puis BFM m'invite un peu plus maintenant, mais BFM, un jour, je suis à l'Assemblée, on me demande une interview toujours à la fin du trimestre, parce que le temps de parole est par trimestre. Je devais être à 0. Et le caméraman qui s'apitoyait sur moi me dit « Oh, monsieur Dupont-Aignan, on m'a demandé ça, on va vous passer la nuit. Comme ça va remonter votre compteur. » Donc, ce que je veux dire, c'est que j'ai porté plainte devant l'Arcom. L'Arcom s'est réuni en séance, a admonesté ces chaînes. J'ai l'écrit, rien n'a changé. Je suis toujours pas invité sur France Inter, sur RTL, sur BFM, sur France 5. France 5, rien. Donc, ça, c'est même pas respecté aujourd'hui. Et j'ai fait une étude que je vais publier sur le temps de parole de NUPES, enfin des trois partis NUPES par rapport à la droite.
C'est totalement déséquilibré. C'est ahurissant. Donc, le Conseil d'État va chercher des poux dans la tête de CNews pour l'accabler, mais n'est même pas capable de faire respecter la loi sur les politiques. Alors, on pourrait aussi provoquer dans l'autre sens en disant, ah ben alors à ce moment-là, on va prendre les plateaux de BFM, les plateaux de France Inter, les plateaux de France Info, les plateaux du quotidien, du petit quotidien, et on va demander les étiquettes politiques de tout ce petit monde. Ils sont tous de gauche ou d'extrême gauche. Donc, c'est l'arroseur arrosé. Donc, en fait, c'est inapplicable. Et si c'était appliqué, bah, finalement, je pense que ça détruirait toutes les chaînes publiques. Mais ils ne l'appliqueront pas, bien sûr. Sauf c'est que la géométrie variable. L'auteur du rapport sur CNews pour RSF a été interrogé sur Sud Radio, et quand on lui a demandé qui posera les étiquettes, il a dit que par exemple quand Le Monde disait que tel ou tel média était d'extrême droite, il le croyait. Donc si Le Monde est l'arbitre des élégances et le point zéro de la neutralité, évidemment il va y avoir beaucoup de monde d'extrême droite. Mais ils sont devenus complètement dingues. Et je pense en fait qu'il faut réfléchir historiquement. Tous les pouvoirs finissants se crispent. Et en fait, voyant la chute arriver, le fossé, le précipice, eh bien, ils veulent tuer tout le monde. Ils veulent tuer tout ce qui les menace. Donc, je crois qu'on doit garder son sang-froid, on doit mobiliser, on doit surtout, et c'est ce qui m'inquiète le plus, parce qu'on a perdu à l'Assemblée nationale, on en reparlera sur l'affaire de la liberté scientifique, parce qu'il n'y a pas eu de mobilisation des oppositions. Et j'ai revu une phrase de Churchill intéressante, je ne sais plus ce qu'il disait, que ce n'était pas l'adversaire, c'était l'absence de soutien de ceux qui s'opposent au pouvoir qui était grave. Et ce qui m'a effrayé à l'Assemblée nationale, c'est de voir autant d'absentéisme, alors qu'on a combattu pour éviter le fameux article 4 sur le projet de loi des dérives sectaires. Et en fait, c'est cette espèce de résignation, même chez les nôtres. Donc, je crois que l'enjeu, c'est de garder son sang-froid, de voir qu'ils sont prêts à tout pour garder le pouvoir, pour discréditer, pour étouffer la liberté. Il faut qu'on s'unisse, qu'on soit beaucoup plus solidaire, beaucoup plus combatif, et qu'on ait conscience de ce danger. Alors, dans l'émission Face aux chrétiens, en mars 2019, alors c'était La Croix et quelques autres qui vous avez interrogé, vous déclariez « Il y a plus de liberté médiatique en Hongrie qu'en France. De fait, qu'aurait-on dit si tout cela avait eu lieu en Hongrie ?» Mais bien sûr, mais c'est évident. Mais je connais des gens qui habitent en Hongrie, il y a plus de liberté. Et on ne peut plus rien dire. Ce qui s'est passé à l'Assemblée nationale cette semaine était délirant. Vous avez eu quand même des déclarations qui rappelaient la loi des suspects de 1793. Vous savez, c'est cette loi où on pouvait vous reprocher non pas d'être contre la Révolution, mais de ne pas avoir fait assez pour elle. Et j'ai eu un député de la Porte qui a eu un discours délirant en disant il y a une science démocratique. Ça veut dire quoi? Alors, ça veut dire qu'en fait, le suffrage... y venir, mais voilà. On va peut-être expliquer quand même à ceux qui nous regardent. Vous avez été vent debout à l'Assemblée ces derniers jours contre l'article 4. Vous avez parlé de dérive sectaire du gouvernement. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de quoi il s'agit pour que ceux qui n'ont peut-être pas suivi... Il y a eu un projet de loi contre les dérives sectaires. Tous les ministres ont répété sur toutes les antennes la même histoire, qui est un élément de langage pour apitoyer les Français, qui est, vous vous rendez compte, il y a un gourou qui a fait prendre du jus de carotte à une pauvre femme qui avait un cancer et elle a abandonné sa chimiothérapie. Alors, vous voyez, c'est terrible. Ça a été répété partout. Que cet exemple. Personne ne sait s'il est vrai. Personne. Et donc, on fait une loi contre les gourous, contre les dérives sectaires, parce que il y a les sectes, mais il y a aussi des sectes dans la médecine. Bon. Il y a un projet de loi qui a été bâti, article 1, 2, 3, qui punit les peines pour exercice illégal de la médecine. Bon, ça, personne n'est contre. C'est vrai que dans l'absolu, empêcher les gourous de recommander du jus de carotte à la place de la chimio, on peut comprendre, c'est très bien. Je suis tout à fait d'accord. Bon. Voilà. Et donc l'article 1, 2, 3, très bien. Donc, qui peut être contre? Bon. C'est d'ailleurs curieux parce que c'est quand même Emmanuel Macron qui a reçu Tom Cruise, grand patron de la scientologie, qui a autorisé la construction d'un centre de formation de scientologues en face du Stade de France. Donc c'est curieux d'ailleurs parce que ce projet de loi ne fait rien contre les sectes. Ne donne pas vraiment de moyens à la Miviludes, donc, bon, très bizarre déjà. C'est bizarre. Comment on peut dire qu'on va lutter contre les sectes, et puis avoir un projet de loi très mou, très petit, et en plus en urgence absolue, tout à coup. Bon, les gens meurent sur les brancards à l'hôpital, il y a plein de problèmes, et ça, non. Bon. Et puis alors, on a découvert dans ce projet de loi global, un article 4, qui n'a rien à voir, et qui dit, est puni d'1 an de prison,
de 30 000 euros d'amende. Au début, c'était 15 000, ça a été durci à 30 000. 45 000 s'il y a récidive. La provocation, écoutez bien, la provocation, entre guillemets, c'est quoi? À s'abstenir de prendre un traitement thérapeutique ou prophylactique, c'est-à-dire par exemple un vaccin, si c'est de nature, en l'état des connaissances scientifiques, préjudiciable à la santé de l'individu. Deuxième article, est une provocation, s'il y a provocation à recommander un traitement qui serait préjudiciable en l'état des connaissances scientifiques, puni de peine. Et en fait, c'est un amendement anti-Raoult. C'est un amendement qui vise à instituer une science d'État. Je m'explique. Avec cet amendement, toute personne, Irène Frachon, qui avait été la fameuse lanceuse d'alerte, médecin contre le Mediator qui a tué des milliers de personnes, et les laboratoires ont été condamnés, même l'État a été condamné. Irène Frachon n'aurait jamais pu être lanceuse d'alerte, parce qu'on l'aurait accusée de faire de la provocation à l'abandon d'un traitement. Vous vous rendez compte? Et qui arbitre? C'est plus la conscience individuelle du médecin qui prescrit, ou du malade, qui a la liberté de choisir ce qu'il met dans son corps. C'est quand même un droit fondamental de la Déclaration des droits de l'homme, conforté par la loi Kouchner. Chacun est maître de son corps. Eh bien non. Une liberté, en l'état des connaissances actuelles, c'est-à-dire qu'on gèle la science. Or, toute l'histoire de la science, toute l'histoire du progrès, toute l'histoire des grandes innovations, ça a été des gens qui à un moment ont fait de la provocation en disant non. Pasteur d'ailleurs a commencé comme ça. Celui, je ne sais plus quel est le médecin qui a demandé qu'on se lave les mains avant les opérations et qui a fait de plus grandes... Réception, voilà, aurait été de la provocation, vous voyez. C'est-à-dire qu'on arrive dans une société totalitaire où il y a une science d'État. Et cette science d'État, quand même, elle est très influencée par les laboratoires pharmaceutiques si l'État est corrompu. S'il y a un État parfait, bon. Et dans l'hémicycle, ce qui est très intéressant, c'est qu'au début, ils nous ont expliqué que c'était pour lutter contre les sectes. Alors, il y a des gourous qui recommandent du jus de carotte, etc. Alors, combien de chiffres? Rien. Combien d'exemples? Rien. Bon, admettons. Mais s'il y a des gourous, et c'est vrai qu'il y a du charlatanisme, moi j'ai dit, il vaut mieux réglementer plus les professions, les naturopathes, comme les ostéopathes. Vous savez que maintenant il y a un diplôme. Il faut organiser ces professions, parce que c'est vrai qu'il y a des abus. Il faut faire attention. Bon. Mais c'est pas l'objet de ça. Et puis, la ministre s'est coupée. Et écoutez bien ce qu'elle a dit dans sa déclaration de présentation du texte. Elle a dit, oui, il y a des dérives sectaires, mais les dérives sectaires, c'est pas seulement les sectes. Ce sont des groupes religieux. Ah, tiens. Donc, les groupes religieux pourraient être des dérives sectaires. Et puis, c'est la sphère complotiste qui prospère sur Internet. Mais c'est qui la sphère complotiste? C'est ceux qui ne pensent pas comme eux. Et puis, il y a eu le feu d'artifice et M. Véran qui est arrivé, qui a pris la parole et qui a dit oui, pendant la crise du Covid, il y avait les gens sérieux, comme nous, et puis il y avait le professeur Raoult et quantité d'autres professeurs qui étaient comme le Raël de la secte, je ne sais pas quoi. Et il faut leur interdire de pouvoir s'exprimer. Ça veut dire, très clairement, plus de bouquins, plus de livres. M. Raoult n'aurait pu faire ses livres. Il n'aurait pas pu être invité. Il n'aurait pas pu s'exprimer sur les réseaux sociaux. Et vous auriez, au moment, en plus, où Olivier Véran avait menti sur tout, par exemple le fait que le vaccin empêchait la transmission alors qu'il ne l'empêche pas, même le professeur Delfrécy l'a reconnu quand même. Il a reconnu qu'il avait prévenu le ministre 3 mois avant le pass sanitaire que le vaccin n'empêchait pas la transmission. Enfin, c'est quand même gravissime. Donc ces gens ont menti, ils ont enfermé la population, ils ont propagé l'épidémie en faisant croire aux gens qu'ils étaient protégés alors qu'ils ne l'étaient pas. Enfin, une histoire de fou. Et c'est ces gens-là qui mettent une disposition liberticide. Donc aujourd'hui, la liberté scientifique et médicale, mais demain, si vous dites que la voiture électrique n'est pas géniale, on pourra vous dire, il y aura une autre loi qui dit que l'écologie est au-dessus de tout, et puis demain le genre. Ça veut dire que, vraiment c'est grave, on est en train de basculer dans une société totalitaire, qui nie la responsabilité individuelle. Et pendant tous les débats, moi ce qui m'a le plus impressionné, je leur ai dit, mais vous allez mettre un policier derrière 68 millions de Français, chaque Français. Si Madame Michu a envie d'aller boire en plus un jus de carotte, en plus de sa chimio, vous n'allez pas l'empêcher. Vous n'allez pas contrôler tout. Qu'est-ce qu'il faut, c'est apprendre aux gens à penser par eux-mêmes. En fait... Mais vous n'étiez pas seul dans ce combat, quand même. Alors, heureusement, le Rassemblement national s'est bien mobilisé, et Marine Le Pen est intervenue, et courageusement,
France Insoumise s'est bien mobilisée, il faut être honnête. Et puis voilà, les Républicains, moite-moite. Le mardi soir, ils ont été très mobilisés. Ils ont voté contre massivement. Et le mercredi, ils n'étaient pas là pour une grande partie. Qu'est-ce qui s'est passé? Le projet de loi est passé parce que il y a 2 groupes qui se sont évanouis en route. C'est le groupe Lyotte, M. de Courson et toute la bande, là, les 20. Un seul voix contre. Et oui, ils étaient où? Et le groupe communiste, pas un présent dans l'hémicycle. Le groupe écologiste, qui avait voté contre pour certains le soir, ont voté pour le lendemain. Et le groupe socialiste était à fond pour. Voilà. Donc, la majorité relative, c'est-à-dire les Modem, Horizon, Renaissance, plus les socialistes, plus les écologistes, plus l'abstention des centristes, plus l'abstention des communistes, ben, même si le Rassemblement national et une partie des LR et moi-même se mobilisent, on est battus. Maintenant, il reste la CMP, puisque je rappelle que le Sénat a retiré cet article. Je rappelle que même le Conseil d'État, qu'on n'aime pas, l'a jugé liberticide. Donc il y aura c'est dire. Donc il y aura la commission mixte paritaire et puis peut-être le Conseil constitutionnel. Voilà. Mais je suis très inquiet. Vraiment, je suis inquiet parce que la même semaine, vous avez l'affaire CNews, vous avez ce projet de loi et qui participe quand même d'une logique totalitaire, honnêtement. C'est pas du... Je sais que certains vont dire il exagère, mais pas du tout. C'est une logique totalitaire qui existe aux États-Unis aussi. C'est aussi le woke. Si vous regardez tout ça, ça participe de la même chose. Ils ne supportent pas de ne pas pouvoir imposer une vision du monde et surtout, ils cassent la responsabilité de chacun. C'est ça le plus grave pour moi. C'est le sujet des libertés individuelles. Encore plus, je dirais, de la responsabilité individuelle. Parce qu'il ne peut pas y avoir de liberté si chaque être humain n'est pas responsable. Bien sûr. Et donc derrière, c'est aussi la morale personnelle. Vous voyez ce que je veux dire? Une société de la peur, du conditionnement. C'est Orwell. Il faut relire Orwell. Alors vous fustigez souvent l'Europe, mais la France se débrouille très bien toute seule dans ce domaine, si j'ose dire, parce que nous avons parlé du Conseil d'État. Alors si sur cet article 4, il a sauvé l'honneur, si j'ose dire, sur l'affaire CNews, c'est un peu différent. Le Conseil constitutionnel qui a retoqué la loi immigration. On pourrait parler de la Cour des comptes, avec M. Moscovici qui a décidé de sa propre initiative de pas donner le rapport en temps et heure. Donc finalement, c'est pas l'Europe le problème. Alors, vous avez raison dans un sens. Enfin, c'est pas l'Europe. C'est la soumission d'une bande, de personnes qui, en fait, ont un projet. Ils ne sont pas idiots, contrairement à ce qu'on croit. C'est la soumission de ces gens à une idéologie et à une volonté de détruire la nation et de créer une Europe supranationale. Il faut écouter, quand même, c'est très intéressant. Il faut toujours écouter ceux qu'on combat. On ne les écoute pas assez. Moi, j'ai écouté Mme von der Leyen au forum de Davos. Je me suis tapé tout le discours. Il faut du courage. C'est courageux. Oui, en anglais. Et c'est effrayant. Il faut l'écouter pour comprendre. Elle explique un nouvel ordre global, écologique, migrationniste, de genre, et qu'il faut que les nations obéissent. Voilà. Et le premier combat qu'elle nomme pour 2024, vous savez ce que c'est? C'est pas contre la famine en Afrique, c'est pas contre les dizaines de milliers de morts en Ukraine, c'est pas contre les milliers de morts en Israël et en Palestine. Ah non, pas du tout. C'est pas contre le déclin économique vis-à-vis de la Chine et des États-Unis, pas du tout. Le grand combat que von der Leyen a annoncé à Davos, c'est le combat contre la désinformation. Les mêmes paroles d'Emmanuel Macron en Suède dans une conférence de presse. Le combat de 2024, c'est le combat contre la désinformation. Vous vous rendez compte? Ça veut dire que c'est tout à fait relié à ce qu'on vit. Censurer. En fait, il nous précipite dans une Europe supranationale qui n'est rien de démocratique, qui ne peut pas être démocratique. Il n'y a pas un peuple européen. Donc, on détruit les nations, on s'attaque aux individus. Ce sont les règlements de Thierry Breton qui sont extrêmement graves. L'euro numérique. Alors je sais qu'il y a ceux qui vont me regarder, ils vont dire « Mais c'est quoi? Pourquoi tu as peur de payer avec ton téléphone ?» Mais l'euro numérique, Madame Lagarde l'a dit, c'est la fin de l'anonymat des transactions. Elle a dit, Madame Lagarde, j'ai aussi écouté, elle a dit oui, c'est vrai qu'il n'y aura plus d'anonymat des transactions.
Et alors, elle a eu une phrase extraordinaire, mais nous voulons lutter contre le réchauffement climatique, donc il faut mettre fin aux billets qui polluent beaucoup. Non mais attendez, un cloud pollue autant que des billets. Les billets, on coupe des arbres, on les replante. Donc c'est une économie circulaire aujourd'hui. Donc, mais vous vous rendez compte où ça va? Tout ça parce qu'ils sont en train de mettre une toile d'araignée. Et moi, c'est le combat de ma vie. Vous savez, j'en ai vu des combats. Sur les autres combats, les autres le font très bien aussi. Je vais être très franc avec vous. Mais c'est ce qui vous différencie. Oui. Ce qui Justement, j'allais vous demander, voilà. Là, pour les européennes, finalement, il y a Marion Maréchal, il y a Jordan Bardella, il y a François-Xavier Bellamy. Parfois, on a l'impression qu'il y a une feuille de papier de cigarette qui les différencie. Alors, est-ce qu'il y a de la place pour Nicolas Dupont-Aignan? Eh bien, je vais vous dire, pendant des mois, j'ai tenté de dire il faut qu'on se rassemble. Mais j'y suis pas arrivé, donc voilà. Et entre Marion Maréchal et Jordan Bardella, je ne vois pas l'ombre d'une feuille de papier à cigarette, franchement. Bon. Mais j'ai encore revu Jordan Bardella, il n'y a pas de secret. J'ai eu au téléphone Marion Maréchal. Il n'y a pas de possibilité. Donc, qu'est-ce que vous voulez? Alors, ils me disent tous, c'est un scrutin à un tour. C'est pas dramatique. L'important, c'est qu'on se retrouve après. Moi, j'ai dit très bien. Mais je vous rappelle, je fais une petite parenthèse politique. Je vous rappelle qu'en 2022, si on avait présenté des candidats communs aux législatives, RN, Reconquête et Debout la France, il n'y aurait pas eu 89 députés RN, il y aurait eu 200 députés ou 150 députés d'une coalition. Mais c'était pas une proportionnelle, c'était pas le même scrutin. Bon, exactement. Ouais. Donc, je dis, très bien, là, il y a des listes séparées, parce que c'est vrai qu'aux européennes. Et moi, j'ai dit, écoutez, on va voir si, sur l'Europe, j'ai une nuance, c'est que je pense que l'Union européenne n'est pas rattrapable, comme le pensent Jordan Bardella et Marion Maréchal. C'est-à-dire qu'on peut s'entendre au Parlement européen avec les autres, mais globalement, je pense que l'Union européenne est viciée dès le départ, là maintenant, et qu'il faut non pas en sortir seul, le Frexit, mais j'ai repris l'expression de Philippe de Villiers, qui est le Bruxit. C'est-à-dire vraiment chasser Bruxelles. Pour moi, il faut déménager de l'immeuble, qui est délabré, il n'y a plus de porte aux appartements, je reprends toujours la même image, mais je trouve qu'elle est parlante. Et reconstruire une Europe des nations, une sorte de lotissement individuel, chacun sa maison. Et je pense qu'un Orban, une Mélanie, il y a des pays qui accepteraient que si la France prenait cette initiative de démembrement de l'Union européenne et de reconstruction, libération, reconstruction, ça marcherait. Il faut l'essayer. Donc c'est le Bruxit, c'est différent du Frexit. Le Bruxit, c'est intermédiaire en fait. C'est on part à plusieurs et on organise une Europe. La faiblesse du Frexit, le Frexit, je dis toujours à Asselineau et à Philippot, je leur dis, c'est une issue de secours. Avant de partir dans une issue de secours... Savoir où on va. Oui, faut qu'il y ait vraiment le feu. Est-ce qu'on ne peut pas déjà partir à plusieurs, réorganiser l'Europe du général de Gaulle, c'est-à-dire l'Europe des nations, chacun ses lois, ses frontières, son budget, mais en revanche, on travaille ensemble. Et je pense que les Français attendent ça. Les Français ont peur du Frexit. Bon, ça c'est la première nuance. Et puis le deuxième point... Mais vous parlez de Giorgia Meloni. C'est vrai qu'aujourd'hui, ce qu'on nous on a un peu l'impression... c'est que, ce qu'on nous dit souvent, c'est que finalement, Giorgia Meloni, elle a voulu faire quelque chose et elle a échoué. Donc, pourquoi réussirions mieux, nous, là où Giorgia Meloni... C'est là où je dis à Jordan Bardella et Marion Maréchal, attention, ne faites pas trop du Giorgia Meloni. Voilà, parce qu'à ce moment-là, vous décevriez les Français. Entre ceux qui veulent tout quitter et ceux qui veulent faire du Giorgia Meloni, moi j'aimerais qu'on trouve un équilibre. Bon. Mais entre nous, cet équilibre, il se trouvera à la présidentielle. Parce qu'au Parlement européen, vous envoyez des députés qui sont dans une espèce de chaudron. C'est un sondage grandeur réelle. C'est plus que ça, c'est un sondage grandeur réelle, c'est pour ça d'ailleurs que chacun fait sa liste. Et puis c'est aussi important qu'on évite au maximum, qu'on donne une majorité la plus forte possible à des gens qui sont contre cette Europe supranationale, cette Europe du délire écologique, du délire genre, du délire woke, du délire migrationniste. Donc, moi, je souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait le plus de voix possible pour Jordan Bardella, pour Marion Maréchal, pour moi, pour les... L'important, c'est quoi? Il ne faut pas se disputer entre nous. Il y a une liste communiste, il y a une liste écolo, il y a une liste socialiste, il y a une liste... il y a plusieurs listes de chaque côté, il faut qu'on batte les adversaires. Mais, vous me demandiez ma différence. Ma différence, et c'est là-dessus que je veux me battre, parce que je n'ai pas le sentiment que dans le monde politique, ils aient compris ce qui se tramait. C'est cette société de déresponsabilisation individuelle, de perte de valeur et de perte de la liberté. Et il y a beaucoup la tendance, même chez nos concitoyens, à dire, pour avoir de l'ordre, on s'en fiche de la liberté. On peut avoir de l'ordre,
mais on doit garder une liberté de pensée, d'expression, etc. Et le vrai danger de l'Union européenne aujourd'hui, détruire les nations, on le sait qu'ils détruisent les nations. Et on est un certain nombre à lutter, de Marine Le Pen à... Bon. Le problème aujourd'hui, c'est qu'ils veulent s'attaquer à nos libertés. Le portefeuille numérique, l'euro numérique, le carnet de santé numérique, c'est vous transformer, Gabriel Cluzel, en un numéro, en un robot. Et toutes les données sont d'ailleurs aux États-Unis chez Microsoft, extraordinaire. Et il faut vraiment appeler l'attention des jeunes générations. Je le dis à mes enfants, quand vous payez avec votre téléphone, c'est pas grave en ce moment parce qu'il n'y a pas d'interconnexion entre les comptes bancaires et l'État. Mais ce que veut faire l'euro numérique, c'est quoi? C'est qu'il y aura une interconnexion. C'est-à-dire que quand vous paierez avec votre téléphone, on vous tracera. Et je vous promets une chose, c'est que si ça se met en place, et c'est 2027, 2030, après on vous dira, vous avez consommé trop de viande chez votre boucher. Vous avez pris tant de billets d'avion. Vous n'êtes pas un bon écologiste. Vous croyez que je fantasme? Pas du tout. Vous avez vu les discours de Jancovici? Pas plus de 4 billets d'avion dans une vie? Mais ces gens sont des malades mentaux. Pardonnez-moi, je suis désolé. C'est une société que moi je ne peux pas supporter ça. Et donc je pense qu'il faut prendre les devants et alerter l'opinion en disant voilà, il faut garder la liberté de la nation parce qu'aussi on veut garder la liberté des Français. Et quand on touche à leur liberté, moi je crois que le Français là il se réveille. Il se réveille le Français deux choses. Quand on touche à son porte-monnaie, quand on touche à sa liberté. Mais aujourd'hui il ne le sait pas que c'est en route. Il croit que c'est moderne. On lui dit c'est moderne. Voilà. Donc voilà, c'est un combat que je veux mener. Et à Debout la France, on a vraiment beaucoup. On n'a jamais eu autant d'adhésion. Comme quoi les choses mûrissent. Pourquoi? Parce que les gens voient bien qu'on est sincère dans ce combat. Alors, pour revenir à l'actualité, la crise à Mayotte succède à la crise des agriculteurs. Est-ce que vous voyez un lien entre ces deux séquences médiatiques? Oui, le lien, c'est qu'on ne traite pas les problèmes, parce qu'on est prisonnier des systèmes. Mayotte, c'est parce qu'on est prisonnier d'un système judiciaire, qui est moitié européen, moitié français. C'est pour ça qu'il faut s'extraire de la Cour de justice de l'Union européenne. C'est pour ça qu'il faut que la CEDH ne donne que des avis et qu'on n'obéisse pas, ce que le général de Gaulle faisait. Jamais le général de Gaulle n'a imaginé obéir aux avis de la CEDH. C'est après où c'est venu. Bon, donc on peut tout à fait revenir à un truc qui marchait. D'ailleurs, je refais une parenthèse sur l'Europe. On nous dit toujours, mais tu rêves. Mais excusez-moi, on a vécu dans une Europe avec des frontières, avec des monnaies, avec des budgets. Et on ne s'est jamais autant bien entendu avec nos amis allemands, on n'a jamais autant fait de beaux projets, on a reconstruit, on a eu de la croissance. Donc, ça, vous voyez, ils nous racontent n'importe quoi. Bon, je fais là la parenthèse. Donc, on peut tout à fait se libérer de la puissance des juges. Mais il faut que le politique ait envie. Non, premier point. Ça, c'est Mayotte. Et puis les agriculteurs, c'est le surcroît de normes nationales et le libre-échange total. Mais attention, là aussi, beaucoup d'hypocrisie. J'aime bien M. Bellamy. Mais il est dans un groupe, je suis désolé, qui est favorable à tous les accords de libre-échange. Donc, à un moment, il faut aussi être cohérent. Hein. Je voudrais qu'on soit tous cohérents. Et alors, la décision, en tout cas annoncée, de rétablir le droit du sol à Mayotte, c'est une bonne nouvelle. C'est une très bonne nouvelle, mais ça, c'est dans quelques années, si ça passe. Mais tout de suite, il y a la fin de la territorialisation des visas, c'est-à-dire que toutes les personnes qui arrivent à Mayotte vont être expédiées en métropole. D'ailleurs, qui va payer, c'est nous. Ça, c'est complètement fou. Donc, si vous voulez, c'est très parlant de double langage gouvernemental. Ils sont malins quand même, il faut être honnête, ils sont à la fois pathétiques et malins. C'est-à-dire, et ça c'est Darmanin, il faut être honnête qu'il est malin, il se met devant son avion, il y a des policiers, il dit fin du droit du sol. Tout le monde applaudit. Mais au même moment, il dit fin de la territorialisation des visas. Ça c'est tout de suite. Ça veut dire que c'est des milliers de migrants qui vont être rapatriés en métropole. Je ne sais pas si vous réalisez la folie du truc. Et puis le droit du sol, vous verrez qu'avec cette majorité, jamais. Et avec les juges, jamais. Donc il faut pour moi un référendum pour un droit du sol dans tout le pays. Et encore une fois, je veux dire à ceux qui nous disent, parce que alors c'est très intéressant, quand j'ai demandé ça, j'ai vu titrer dans un journal qui m'interviewait sur CNews, Dupont-Aignan favorable au droit du sang. Vous voyez, c'est très curieux, c'est très intéressant. Les mots, c'est toujours des mots pour essayer de faire croire, vous voyez, le droit du sang et que... Mais en Italie, il n'y a pas de droit du sol. Et l'absence de droit du sol n'a jamais interdit de naturaliser des gens. Donc, voilà, je ne suis pas pour une société totalement fermée, mais on peut supprimer le droit du sol, il faut supprimer le droit du sol. Et puis ça n'empêchera pas de naturaliser, au cas par cas, en fonction d'un vrai parcours de citoyenneté.
Voyez. Bon, donc, il faut un référendum, il faut qu'on s'engage pour la présidentielle à la fin du droit du sol, il faut qu'on soit clair là-dessus. Comme, pardonnez-moi, vous me demandiez mes différences sur l'Europe, j'ai pas compris pourquoi Alors, je suis content parce que le Rassemblement national reprend mon idée de supprimer la Commission européenne, donc c'est une bonne nouvelle, comme quoi on peut être utile. Et alors, je suis pas du tout content parce qu'ils ont abandonné l'idée de supprimer Schengen. Et alors, ils veulent un système Schengen où ceux des pays tiers, il y aurait des frontières pour ceux des pays tiers et pas pour ceux de l'intérieur. Mais comment on sait que c'est quelqu'un de l'intérieur ou des pays tiers? Donc moi, je veux un rétablissement tout de suite des frontières nationales. Donc la fin des accords Schengen. Total. Sur l'immigration, je veux qu'on soit clair. Si on veut des résultats, il ne faut pas de demi-mesure. Suppression des frontières, de Schengen et rétablissement des frontières nationales, suppression du droit du sol, adaptation du regroupement familial, suppression des aides sociales pendant 5 ans. Ce n'est qu'à cette condition, et développement de l'Afrique, fondamental. Ce n'est qu'à cette condition qu'on stoppera la submersion migratoire. Sinon, on n'y arrivera pas. Franchement. Et pour les agriculteurs... Les agriculteurs, il ne faut pas signer les accords de libre-échange. Ils ont signé l'accord avec la Nouvelle-Zélande. C'est intéressant, la production de moutons. Parce que j'ai regardé. Je me suis plongé Mais ça date du Rainbow Warrior, vous savez? Oui, la première étape. La première étape, oui. Je crois qu'on ne couvre que la moitié de notre consommation. Même, je crois que c'est pire, on importe 56% ou l'inverse. Enfin bon, grosso modo. On ne couvre que la moitié de ce qu'on consomme de viande de mouton. Vous vous rendez compte? De viande ovine. À cause de l'accord Rainbow Warrior. Eh bien, Macron et les groupes au Parlement européen ont accepté un nouvel accord qui fait qu'on va diminuer peut-être de moitié. Et tous ces gens se disent écolos. Ils importent dans des sacs d'azote des bouts de mouton sur 18 500 km de cargo. Est-ce que c'est écologique? C'est une farce. Cette viande de mouton arrive, je crois, entre 30 et 50% moins chère sur le territoire européen. Bon ben, vous pouvez fermer tous les élevages ovins français. Ça y est. Ils ont signé un accord avec le Kenya sur les fleurs. Alors déjà, il n'y a plus beaucoup de producteurs de fleurs en France, mais ceux des Pays-Bas, ils vont être finis. Donc en fait, on ne peut pas nous dire d'un côté on est écologiste, on ne veut pas qu'il y ait des transports dans toute la planète, et de l'autre on signe. L'agriculture en Europe sera toujours plus chère que dans des zones où on met des produits chimiques monstrueux. Ça sera plus cher. La politique agricole commune, c'était prendre acte de ce surcoût, mettre une barrière douanière, avoir des prix garantis et des quotas pour être autosuffisant. C'était une économie intelligente. On l'a fait pendant 30 ans, ça a marché. On l'a détruite quand les Anglais sont arrivés dans le marché commun. Ben voilà, on continue à le détruire. Donc si on ne traite pas la cause... Alors, ce qui est intéressant quand même, c'est qu'il y a une révolte des agriculteurs un peu partout en Europe. Quelquefois des agriculteurs qui, du reste, ont des intérêts divergents, puisqu'on sait qu'il y a une concurrence intra-européenne, et tomates espagnoles contre les tomates françaises, sans doute. Mais le sujet, c'est est-ce que finalement les agriculteurs, par le bas, n'ont pas montré ce qu'était une Europe par cohésion négative face à l'Union européenne qui l'a jamais faite? Ça vous prouve bien que, c'est ce que je dis à ceux qui ne veulent pas du tout d'Europe, ça vous prouve bien qu'on a aussi intérêt à avoir des accords. Mais c'est très difficile, en fait, dans une crispation, de faire passer l'idée. En fait, ce qui ne va pas, c'est la supranationalité, si on est un peu juridique. C'est-à-dire des pays qui abandonnent le pouvoir à des gens non élus, commissaires, juges. Mais à partir du moment où on récupérerait notre souveraineté, ben, il faut travailler avec les autres, bien évidemment, mais pas à 27. En fait, les deux virus... Ça a été la supranationalité, la fin des droits de veto. Et l'élargissement général. Si tout est Europe, rien n'est Europe. Exactement. Ou alors on fait l'Europe de l'Atlantique à l'Oural, mais c'est une autre affaire. Et on en vient sans doute à l'Ukraine, qui est un drame pour moi. Alors nous pouvons en parler, puisqu'à l'heure où c'est pas un mystère, où nous tournons cet entretien, eh bien Emmanuel Macron reçoit Vladimir Zelensky. Ils sont en train de signer un accord bilatéral de sécurité. Quel est votre avis sur le sujet? Est-ce que vous êtes étonné? Alors d'abord, je vais vous dire, tiens, c'est un autre point de différence avec mes chers amis. C'est que moi, j'ose dire ce que je pense fondamentalement sur cette affaire. Et je sais que c'est pas très populaire. Parce que, en fait, les Français ont cru que l'Ukraine était un État éternel. Ils ont complètement oublié, personne ne leur dit,
que l'Ukraine, c'était un État récent de 91. Que, contrairement à ce qu'on dit, je suis désolé de le dire parce que ça rend impopulaire, mais tant pis, les torts de ce conflit sont partagés. J'ai condamné l'agression russe. C'est quand même Vladimir Poutine qui a envahi l'Ukraine. Tout à fait d'accord. Et je l'ai condamné. Ah ouais. Je l'ai condamné. Mais c'est à partir de 2014 les Ukrainiens qui ont bombardé les populations russophones du Donbass. Donc attention, attention. C'est l'OTAN qui a avancé systématiquement. Et je sais qu'on va dire, elle reprend le point de vue russe. Non. Je pense qu'on peut être ferme vis-à-vis de la Russie quand on est honnête vis-à-vis de la situation. Et il y a une partie de l'Ukraine qui a été dans l'Empire austro-hongrois, qui était polonaise, qui a été lituanienne, qui est de la partie ouest, qui est catholique, et l'autre partie qui est orthodoxe. Et si on ne comprend pas cette ligne de fracture au cœur du continent européen, on ne comprend rien. Alors bien sûr qu'il fallait condamner l'invasion russe, bien sûr qu'il fallait au départ mettre des sanctions, mais il y a un moment, est-ce qu'on continue pendant des années à en faire un kyste purulent en soutenant un régime Zelensky qui est archi corrompu, qui a supprimé les élections? Il y a la corruption en Russie. En Russie, pareil, oui, mais qui a supprimé aussi les élections. C'est quand même Zelensky qui a supprimé l'élection présidentielle et l'élection législative dans son pays. Est-ce qu'on doit continuer à livrer des armes sans réfléchir? Moi, je crois que la France se serait honorée à avoir une position beaucoup plus indépendante en disant, il ne s'agit pas de dire que Poutine a raison surtout, loin de là. Il s'agit de trouver une solution de paix parce que d'abord, c'est un massacre d'Ukrainiens et de Russes. C'est des dizaines de milliers de morts. Mais c'est monstrueux ce qui se passe, avec nos armes. Alors, si Macron était si courageux qu'il aille combattre là-bas, c'est tellement facile d'armer des gens, de les laisser s'entretuer. Donc je trouve que c'est absolument immonde. Deuxième point, la Russie s'affaiblit aussi, contrairement aux rodomontades de Poutine. La Russie s'affaiblit aussi. Est-ce qu'on a intérêt, sincèrement, à pousser la Russie dans les bras de la Chine, qui est le vrai danger pour le XXIe siècle? Est-ce qu'on a intérêt à payer notre gaz 4 fois plus cher et à ruiner notre industrie française et allemande? Est-ce qu'on a intérêt? Est-ce qu'on a intérêt à avoir une Europe qui a un conflit purulent, une sorte de guerre de 100 ans, au milieu de l'Europe, au moment où on a l'islamisme à nos portes? Ben moi, je vous dis, je sais que c'est pas populaire, je sais que c'est pas populaire chez les Français parce qu'ils ont une réflexion immédiate, mais maintenant, après tant de guerres, il est temps de faire la paix et on peut la faire. Et la France s'honorerait à dire stop. Stop aux livraisons d'armes, stop à la surenchère de l'OTAN, stop à Poutine. On propose un plan de paix, peut-être qu'il n'aboutira pas. Mais au moins, on dit, on peut empêcher cet engrenage. On s'est réconcilié avec l'Allemagne. Et on a eu 3 grands conflits mondiaux. Donc, est-ce que c'est de l'intérêt de l'Europe d'être dans un face-à-face mortel avec la Russie? Non. On est en train de tuer la Russie, de tuer l'Europe. Voilà. Alors moi, je vous le dis, personnellement, j'ai proposé un plan de paix dès le 7 mars 2022. Je suis inlassablement sur la même ligne et je crois qu'on me rendra justice un jour. Voilà. Pour évoquer un sujet qui touche l'Europe, mais aussi du reste la Russie et l'Ukraine, il y a une dénatalité absolument inquiétante qui a été révélée par un rapport de l'INSEE. Et comment y remédier et comment l'expliquez-vous? Alors il y a plusieurs choses. D'abord, il y a une dénatalité dans tous les pays occidentaux. Donc je pense qu'il y a quand même aussi une perte de sens, de valeur, d'espérance. Il y a, je pense, un discours écologique délirant. Parce que moi, je suis très protecteur de l'environnement. J'étais un maire le plus environnementaliste, donc je suis pas du tout contre le... Enfin, si vous voulez, j'ai pas cette idée que tous ceux qui promotent l'environnement sont des dangereux gauchistes, pas du tout. Mais le mot environnement implique un centre, et ce centre, c'est l'homme. Donc on voit bien que c'est plus d'environnement. Exactement, exactement. Vous avez tout résumé. C'est-à-dire que là, c'est un délire de négation de l'homme. Et je suis très inquiet de l'effet sur les jeunes générations. J'ai vu des jeunes, des amis de mes enfants et de tout, qui sont réellement traumatisés. C'est-à-dire qu'on les a traumatisés. Ils ont vraiment l'impression que la planète va exploser. C'est l'éco-anxiété, oui. Oui, mais c'est réel, c'est pas du tout innocent. Ajoutez à ça la destruction de la politique familiale par François Hollande et Emmanuel Macron, la destruction des aides, du quotient familial, et ajoutez à cela la destruction de la politique du logement. Alors là, c'est le summum de l'hypocrisie. Tout à l'heure, en privé, avant qu'on commence l'émission, je vous disais qu'on est dans une société
qui révolte les Français parce que tout est faux. Et il le voit bien que tout est faux. On a vu M. Attal, cette semaine, nous dire qu'il allait chercher 30 000 logements avec les dents. Non mais de qui on se moque? C'est lui qui a supprimé l'avantage Pinel, qui a supprimé le prêt à taux zéro pour les maisons individuelles. C'est lui qui a supprimé la politique financière du logement, qui ont économisé 10 milliards pour les logements HLM. Ils ont détruit le secteur du logement. Derrière, il y a une idéologie anti-propriété privée. Et il vient nous dire qu'il va chercher le logement avec les dents. Pourquoi je vous parle du logement? Parce que si on n'a pas un toit, comment voulez-vous qu'on ait des enfants? La première préoccupation aujourd'hui des Français, c'est de trouver un toit. Mais comme les journalistes ont tous un toit, comme les hommes politiques ont tous un toit, comme tous les favorisés n'ont pas de problème de logement, personne ne parle de cette crise qui vient, qui va être un tsunami. Aujourd'hui, vous mettez en location dans une grande ville un logement, il y a 1000 personnes qui envoient un mail. On construit, en 2023, je crois qu'on a construit 287 000 logements. À la grande époque, on en construisait 400 ou 500 000. On accueille 500 000 étrangers par an, sans compter les clandestins. Donc, je veux dire qu'il y a un moment, on est en train de créer une pénurie où les jeunes ménages vont se loger. Tout le monde s'en fout. Est-ce qu'on croit qu'un jeune ménage qui a envie d'avoir des enfants, parce qu'il y a un désir d'enfant quand même s'il affaiblit, comment il fait concrètement? Mais est-ce que loger tout le monde dans un logement social, c'est un but? Est-ce qu'on ne devrait pas inciter aider à l'accession à la propriété? C'était mon programme de la présidentielle, de monter à 75% de propriétaires, comme en Angleterre. Ils sont un peu moins. Nous, on doit être à 58%. C'est-à-dire l'accession sociale à la propriété, bien sûr. Et alors, bien sûr. Oui, mais là, ils sont contre la propriété. C'est très intéressant. Oui, c'est philosophique. Le Monde. Écoutez Klaus Schwab. Alors, et c'est pas du complotisme. Parce que j'en ai marre qu'on traite de complotiste toute personne qui réfléchit. Klaus Schwab, il dit quoi? Il dit la société du 21e siècle, c'est une société de location. On est propriétaire de rien. Pourquoi? Parce que pour les grandes entreprises, c'est bien meilleur d'avoir des locataires. Vous avez votre abonnement pour votre musique. Moi, j'avais un abonnement, je dis pas la marque, pour ma musique. J'ai mis tous mes morceaux de musique. Et puis j'ai découvert que si je payais plus par mois, je perdais tout. J'arrive pas à les sauvegarder. Ça veut dire que je suis client à vie de cette boîte. Vous allez acheter une machine à laver. J'ai été acheter un aspirateur un jour. Vous allez chez une enseigne que je cite pas. On vous propose un contrat de confiance, machin, truc. Et vous apercevez en fait que c'est un abonnement. Qu'en fait, tous les 10 ans, vous allez renouveler votre truc. Comme les voitures en leasing, etc. Tout. En fait, ils veulent détruire la propriété parce qu'après, vous avez le fil à la patte. Et vos dépenses contraintes, elles sont gigantesques. Donc c'est pas par hasard, et c'est pas être complotiste, c'est parce que c'est normal que les grosses boîtes veuillent faire du fric. Non mais je leur en veux pas. Mais nous on n'est pas obligé d'être idiots. On peut être libre d'acheter ce qu'on veut. Donc vous voyez, la propriété est dans le viseur. C'est évident, les écolos, tous, la maison individuelle. Donc, mais moi, faire des loyers pour les propriétaires, c'est quand même une question récurrente. Vous savez que le service des impôts veut, c'est le projet qu'il y a, mais qu'ils n'ont jamais osé, parce que ce serait une bombe. Ils voudraient que les propriétaires payent un impôt représentant le loyer fictif. Oui, c'est ça, le loyer fictif. C'est un serpent de mer qui revient régulièrement. Mais c'est dans les cartons, c'est pas une... non, c'est pas une vue de l'esprit. Alors, cet entretien touche bientôt à sa fin. Je voulais vous poser une question extrêmement concrète. C'est vrai que de plus en plus, et moi je le vois dans les couloirs des différents médias dans lesquels j'interviens, tout le monde dit en off ou en on, comme on dit, il y a quand même une fenêtre pour Marine Le Pen en 2027. Est-ce que vous verriez participer à un ministère? Est-ce que lequel? Attendez. Je suis le premier qui a soutenu au second tour. Oui, mais je me souviens en 2017. Oui, alors écoutez, j'ai pas de leçon d'union à recevoir. Je ne souhaite qu'une chose, c'est qu'il y ait une coalition. Et j'ai dit à Marine Le Pen encore que, attention, parce que j'ai entendu François Fillon et tout l'entourage de François Fillon pendant des mois dire « j'ai gagné ». Et donc je l'ai dit, donc je ne révèle pas de secret. J'ai dit à Marine Le Pen... Il n'y a pas de Pénélope ni de costume chez Marine Le Pen. Heureusement. Mais vous savez, ils sont prêts à tout pour inventer des choses aussi. Ce que j'ai dit, c'est qu'on ne gagnera, j'en suis convaincu, parce qu'il ne suffit pas de faire élire un président de la République. Il faut d'ailleurs avoir une majorité. Donc je suis convaincu que l'objectif majeur, que oui, il y a une fenêtre,
Mais que cette fenêtre, c'est pas gagné encore. Et que l'objectif majeur, c'est de créer un climat de coalition associant tout le monde, sans parole désobligeante entre les uns et les autres, et ayant un programme béton pour redresser le pays. Voilà, pour moi, c'est les deux objectifs. C'est vrai qu'il y a une fenêtre de tir. Vous êtes un peu le casque bleu de la droite, vous. Hein. Non, je ne suis pas le casque bleu, parce je pense. Parce qu'il y a un peu des échanges de noms d'oiseaux. Non, c'est pas ça, j'ai trop vu. Les uns les autres, pas vous. J'ai trop vu. Si, mais moi, j'ai commis des erreurs. Moi, j'ai un regret, vous voyez, je vais être très franc avec vous. C'est quand j'étais plus jeune, parce qu'il m'exaspérait et que j'ai vu le gâchis sous le mandat de Sarkozy, j'ai eu des mots trop durs pour Sarkozy. Bien, parce que je le voyais faire... Enfin, et puis parce qu'il avait fait quand même le viol du référendum de 2005. Mais après coup, je me suis dit... Ils étaient un peu justifiés, ces mots. Ils étaient justifiés, totalement. Mais est-ce que j'aurais pas dû mettre à la fin, parce que ça aurait peut-être été mieux qu'il soit réélu plutôt qu'Hollande. Bon, donc, ce que je veux dire, c'est que je supplie toutes les personnes qui partagent des convictions fortes, qui veulent arriver au pouvoir, qui veulent gouverner, de discuter ensemble. Mais pour ça, il faut aussi que Marine Le Pen, pour être clair, ne croit pas qu'elle peut y arriver toute seule. Il faut qu'elle rassemble. Il faut que d'autres rassemblent. Et puis il y aura un premier tour. On verra qui sera au premier tour. L'important, ce sera le second tour. Mais ça sera de déminer en amont. Je pense que vraiment, il y a encore un gros travail de préparation sur des axes aussi programmatiques. De ne pas arriver en amateur. Sinon, ils peuvent nous ressortir du chapeau parce qu'on ne sera pas face à Macron cette fois-ci. Attention. Et moi, Gabriel Attal ? Vous savez, tout est possible quand vous voyez la force médiatique de ces gens, les soutiens qu'ils ont. Je pense qu'il vaut mieux être plus prudent parce que je ne voudrais pas qu'on finisse à 49,8. Et je pense qu'ils feront tout pour ça. Et donc, il faut qu'on se muscle, qu'on avance. Il y a peut-être un autre phénomène aussi, qui est presque contradictoire avec ce que je vous dis, c'est comment on va tenir jusqu'en 2027. Est-ce qu'il ne faut pas une vraie motion de censure et que dès maintenant, on reprenne le pouvoir à la faveur d'élections législatives? Parce que, est-ce que vous croyez sincèrement qu'on peut vivre encore 3 ans comme ça? Mais qu'est-ce qui va se passer? Et dans quel état on va retrouver le pays? Donc, vous savez, il peut se passer tellement de choses qu'il faut être libre, chacun, unis, travailler ensemble. Voilà, c'est un vaste programme. Eh bien, écoutez, c'est sur ce beau programme que nous allons terminer cet entretien. Merci Nicolas Dupont-Aignan. Merci à vous. C'était très intéressant, passionnant même. Enfin, une presse, un média, parce que c'est plus une presse. Merci, chers lecteurs de Boulevard Voltaire. N'oubliez pas d'aimer cette vidéo sur YouTube, sur notre site. Et je vous souhaite à tous un bon dimanche.